Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo concernant la formation des délégués médicaux. Dans les séances précédentes, dans les vidéos qu'on a vues ensemble, on a parlé en ce qui concerne l'introduction à l'anatomie et la physiologie. On a vu les cours, les différents cours de la physiologie et l'anatomie des différents systèmes, que ce soit le système cardiovasculaire, le système nerveux, l'appareil digestif, le système respiratoire. Donc on a vu en globalité tout ce qui concerne la physiologie et l'anatomie des différents systèmes. Aujourd'hui, on va commencer les cours par rapport à la physiopathologie. Donc on va savoir la physiopathologie, cette notion-là, ça définit la physiologie et la pathologie. C'est-à-dire comment, comment on peut expliquer les pathologies physiologiquement. Aujourd'hui, on va commencer avec un premier cours. Ce cours-là, c'est-à-dire c'est un cours qui consiste à voir on va dire les physiopathologies les physiopathologies du système. On va voir d'abord on va voir la physiopathologie du système digestif. On va voir les différentes phases. Là, on va commencer le cours. C'est la physiopathologie du système digestif. Là, je vous éclaire les choses. Juste un instant, comme ça. Voilà. Donc la physiologie, la physiopathologie digestive. En globalité, comme je vous ai expliqué, la pathologie c'est la maladie, c'est la problématique. Et la physiologie c'est comment elle fonctionne cette maladie. La physiopathologie digestive, on va voir ensemble plusieurs choses. Donc, si vous permettez juste un instant. Donc tout d'abord, il faut savoir la motricité digestive. La motricité digestive, ça consiste en... Non, c'est pas ce cours-là. Je me suis trompé. En fait, on va commencer par la physiopathologie du cœur. La physiopathologie du cœur, on va voir ça ensemble. Parce que lors qu'on a vu l'anatomie et la physiologie, on a commencé par le système cardiovasculaire. Vaut mieux commencer par le système cardiovasculaire pour mieux comprendre les autres modules. Donc là, c'est... Il y a un problème ici. On attend juste le temps que ça charge. Je pense qu'il y a un petit problème. Voilà. Alors, la pathologie cardiovasculaire. Quand on dit la pathologie, ça veut dire la maladie cardiovasculaire. La maladie qui se manifeste au niveau du système cardiovasculaire. Donc, ces cours-là, ils sont présentés par le centre de formation Jeune Pharma. On va voir le sommaire, ça englobe quoi? On a les maladies coronariennes qui touchent les artères coronaires. On a vu ça pour les artères coronaires. Si vous avez qu'à revenir au niveau du cours que j'ai donné sur la physiologie cardiovasculaire et vous allez voir les artères coronaires. On a l'hypertension artérielle, on a l'insuffisance cardiaque, les maladies cardiaques inflammatoires, troubles de rythme et de la conduction, la maladie thromboembolique et artériopathie insuffisante veineuse. Donc l'HTA, on va commencer par l'HTA. L'HTA c'est l'hypertension artérielle, c'est-à-dire que la tension artérielle, lorsqu'on a une hypertension artérielle, on va voir l'épidémiologie, la définition, la mesure, la physiopathologie en elle-même, l'étiologie et la thérapeutique. C'est-à-dire comment la méthode de traitement par rapport à l'HTA. Donc l'hypertension artérielle, c'est une maladie très fréquente
touchant un tiers de la population, un patient sur deux de plus de 65 ans. Donc ça touche plus les personnes âgées que les personnes jeunes. Donc, et bien sûr une fréquence de rythme cardiovasculaire majeure. Alors, selon une étude de Framingham, le risque d'AVC, c'est-à-dire d'accident vasculaire cérébral, ça se multiplie par 8. Le risque de cardiopathie, ça c'est les conséquences d'une hypertension artérielle. Et le risque de cardiopathie ischémique multiplié par 3. Le risque de claudication intermittente multiplié par 3. Et le risque d'insuffisance cardiaque multiplié par 5. Donc vous voyez c'est-à-dire les conséquences de l'hypertension artérielle. Par définition, selon l'Organisation mondiale de la santé, la tension artérielle normale, la systolique, est inférieure à 150 mm de mercure et la diastolique est inférieure à 90 mm de mercure. La tension artérielle limite systolique comprise entre 140 et 160 mm de mercure ou diastolique comprise entre 90 et 95 mm de mercure. Donc là, on parle de la notion millimètre de mercure. C'est la raison pour laquelle on a dit entre 140 et 160. Donc on peut dire aussi entre 14 et 16 la systolique et entre 9 et 95 pour la diastolique. Juste pour faire la différence entre systolique et diastolique, donc systolique c'est au moment de la contraction, la mesure de la tension artérielle au moment de la contraction, et la diastolique c'est au moment du relâchement. Sur l'appareil qui mesure la tension artérielle, vous allez voir en haut c'est la maxima et le minima. Le maxima c'est la systolique et la diastolique c'est le minima. Pour une hypertension artérielle confirmée, systolique supérieure à 160 mm de mercure ou diastolique supérieure à 95 mm de mercure. Pour la mesure, la pression artérielle humérale prise au brassard, sujet au repos. Donc ça, c'est les conditions pour une bonne mesure de la tension artérielle. Le sujet au repos en décubitus dorsal depuis environ 5 minutes. La raison pour laquelle lorsqu'on veut mesurer la tension artérielle, on part à la pharmacie. L'aide pharmacien ou bien le pharmacien nous demande de s'asseoir ou bien de se reposer 5 minutes. 5 minutes jusqu'à atteindre le seuil de repos. Par la suite, on va mesurer la tension artérielle. Donc on a dit 5 minutes. N'ayant pas pris de café dans l'heure précédente, parce que le café, vous connaissez tous le café qui a un effet stimulant, c'est-à-dire qui a un effet, on peut dire la tachycardie, une accélération du rythme cardiaque, et ça se répercute systématiquement sur la mesure de la tension artérielle. Donc pas de café dans l'heure précédente ou fumer de cigarettes les 15 minutes avant. En l'absence de traitement catécholergique, aux deux bras renouvelables, c'est-à-dire on mesure la tension artérielle au niveau d'un bras et par la suite on mesure la deuxième tension artérielle au niveau du deuxième bras. Pour savoir, c'est-à-dire pour confirmer la mesure de la tension artérielle. Maintenant, si on parle de la physiopathologie c'est le fonctionnement de la maladie, comment il se manifeste au niveau de notre organisme. La tension artérielle, par définition, c'est le débit cardiaque multiplié la résistance artérielle. Donc, c'est le débit cardiaque multiplié la résistance artérielle. Et c'est aussi le volume d'éjection systolique. Le volume d'éjection systolique, c'est le volume qu'on éjecte au moment de la contraction. Et fois la fréquence cardiaque, c'est-à-dire la fréquence par rapport au battement du cœur. L'hypersensibilité aux catécholamines, rôle du système rénine-angiotensine-aldostérone, et on va revenir par rapport à ce système qui est très important pour comprendre les physiopathologies de tous les systèmes. C'est le système rénine-angiotensine-aldostérone. C'est ce qui explique l'hypertension, que ce soit l'hypotension, ça explique tout ça. On va revenir par la suite. Donc je vous demande juste de se concentrer
et jusqu'à ce qu'on termine ce cours, et par la suite vous aurez une deuxième vidéo qui vous explique le système renin, angiotensin, aldostérone. Donc au niveau de la physiopathologie, on a des troubles des systèmes de régulation du calcium et du sodium. On a aussi des troubles des systèmes vasodilatateurs, bradykinine et l'APG. Donc étiologiquement parlant de l'hypertension artérielle, les hypertensions artérielles, on a deux hypertensions artérielles, on dit essentielles et secondaires. Les hypertensions artérielles essentielles, c'est 95 sur 100 des cas. Et l'hypertension artérielle secondaire, c'est juste 5% des cas. Les causes de l'hypertension artérielle, c'est les causes rénales. On a l'hypertension artérielle rénovasculaire, tumeur, glomérulonéphrite, et on a aussi des causes endocriniennes, que ce soit adénome de cône, que ce soit l'hyperplasie bilatérale des surrénales. Donc vous voyez l'importance du système rénal par rapport à l'hypertension artérielle. Ça explique le système rénine-angiotensin aldostérone. Le syndrome de Cushing, dysthyroïdie, correction à l'aorte, tout ça, ça rentre au niveau de l'étiologie de l'hypertension artérielle. On a aussi des causes toxiques. Les causes toxiques, c'est un traitement par corticoïde ou oestroprogestatif. Pardon. Alors, l'axe thérapeutique, on a des règles hygiéno-diététiques. Les règles hygiéno-diététiques en première intention, lorsqu'on visite un médecin par rapport à l'hypertension artérielle, la première des choses, c'est la notion d'hygiéno-diététique. La perte du poids, régime sans sel, éviter l'alcool, traitement des autres FDR. Les médicaments. Maintenant, on va voir les médicaments de l'hypertension artérielle. On a vu comment ça se manifeste l'hypertension artérielle, quelles sont les mesures normales de la tension artérielle. On parle à quel seuil on parle de l'hypertension artérielle. C'est lorsqu'on augmente, lorsque la tension artérielle systolique dépasse les 14 et lorsque la tension artérielle diastolique dépasse les 9, que ce soit élevé à la baisse, que ce soit élevé. Donc on a quatre familles de médicaments qui agissent au niveau de l'hypertension artérielle. On a les diurétiques. Les diurétiques, ce sont des médicaments qui vont agir au niveau qui vont augmenter, c'est-à-dire qui vont agir au niveau de la glande surrénale. On va revenir au niveau du cours de pharmacologie. On a les bêta-bloquants, agissent au niveau du cœur. On a les IEC, ce qu'on appelle l'inhibiteur de l'enzyme de conversion. Vous allez mieux comprendre ça lorsqu'on va aborder le système rénine-angiotensin-aldostérone. Et on a les anticalciques. Alors, on va voir aussi le retentissement de l'hypertension artérielle. Le retentissement, c'est-à-dire les complications, c'est-à-dire si on délaisse une hypertension artérielle, qu'est-ce qui va se manifester? L'hypertension artérielle est une maladie asymptomatique. Qu'est-ce qu'on veut dire par asymptomatique? C'est-à-dire que jusqu'à présent, on n'a pas des symptômes qui sont c'est-à-dire générales pour toute la population ou bien pour tous les patients. Ça diffère. Il y a des gens qui vont dire ben voilà, j'ai des sifflements au niveau de mes oreilles, j'ai la tête qui commence qui va s'exploser, je ne sais pas pour quelle raison. Et lorsqu'on mesure l'hypertension artérielle, lorsqu'on mesure la tension artérielle, pardon, on a une hypertension artérielle. Les complications sont nombreuses. L'hypertrophie ventriculaire gauche, c'est-à-dire au niveau du ventricule gauche, on a un gonflement ou bien on va dire
une hypertrophie. Une hypertrophie, ça veut dire que le ventricule gauche, il est un peu, c'est-à-dire un peu gonflé, et ce qui est la conséquence, engendre la conséquence d'une cardiopathie hypertensive dilatée. Donc là, l'hypertrophie ventriculaire gauche, ce qui peut engendrer une cardiopathie hypertensive dilatée. Des complications aussi au niveau rénal comme au niveau cérébral. Euh, Par exemple l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, et les lésions carotidiennes. Au niveau vasculaire, au niveau des vaisseaux, on peut avoir des athéromes ou bien des dissections, pardon. Des athéromes, ce sont des plaques d'athéromes qui vont c'est-à-dire se, se déposer au niveau des vaisseaux, et ils vont bloquer la circulation. Ils vont bloquer la circulation dans un premier lieu, et par la suite ça pourra engendrer plusieurs conséquences. Ça peut aller jusqu'à une intervention chirurgicale. Alors, on va commencer par une pathologie qui est fréquente chez les hypertendus. C'est une conséquence de l'hypertension artérielle. On va parler de l'insuffisance cardiaque. Donc l'insuffisance cardiaque, on va avoir un rappel, une insuffisance cardiaque gauche et une insuffisance cardiaque droite, et le rappel. Rappel. Donc le rappel de l'insuffisance cardiaque, il existe deux circulations artérielles, systémique et pulmonaire. Ça, on l'a vu au niveau du système cardiovasculaire. Les gens qui arrivent à me suivre sur la chaîne YouTube, ils vont comprendre ce que je viens de dire. Donc on a deux circulations. On a la circulation systémique et la circulation pulmonaire. Ce qu'on peut dire la petite circulation et la grande circulation. La petite, c'est la pulmonaire, la systémique, c'est la grande. Donc ça, en général, c'est qu'il existe deux circulations artérielles. Le cœur est rempli par deux secteurs veineux, veine systémique pour le cœur droit et veine pulmonaire pour le cœur gauche. Les veines systémiques, c'est la circulation cave, oreillette droite, ventricule droit, artère, artère pulmonaire hématose, et l'oreillette gauche et le ventricule gauche aorte. Ça, par rapport à l'insuffisance cardiaque gauche, on va voir la physiopathologie, l'étiologie, signe clinique et classification, paraclinique et traitement. Juste un petit point. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous voulez des cours détaillés de ce qu'on vient de voir, vous avez qu'à laisser votre adresse email sur les commentaires, et je vous envoie, c'est-à-dire tout ce que vous voulez par email. Vous voulez plus d'informations, vous voulez plus des explications, vous avez qu'à laisser des commentaires. Vous pouvez laisser votre numéro de téléphone, je peux vous appeler et pour vous éclairer les choses. Donc pour l'insuffisance cardiaque gauche, on va voir la physiopathologie, l'étiologie, les signes cliniques et classification, paraclinique et le traitement. Alors, on commence par la physiopathologie. L'insuffisance cardiaque est définie par l'incapacité du muscle cardiaque à assurer un débit systémique avec un régime de pression de remplissage normal. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela? C'est-à-dire que l'insuffisance cardiaque est définie par l'incapacité du muscle cardiaque à assurer un débit systémique avec un régime de pression de remplissage normal. Donc, on a c'est-à-dire un régime de pression de remplissage normal. Il y a le muscle cardiaque, il ne peut pas assurer un débit systémique fréquent. Donc, d'où l'équation de la fréquence cardiaque que multiplie le volume d'éjection systolique. Le volume d'éjection systolique dépend du remplissage du ventricule gauche. Donc, pour comprendre la physiopathologie du système cardiovasculaire, il va falloir impérativement comprendre la physiologie du système cardiovasculaire.
Parce qu'on ne peut pas comprendre la physiopathologie sans voir la physiologie. Le volume d'éjection systolique dépend du remplissage du ventricule gauche, de la contractilité du ventricule gauche et de la poste de charge. Donc l'insuffisance cardiaque peut être due à altération de la fonction contractile, c'est-à-dire la fonction de la contraction, nécrose, myocardiopathie et myocardite. Augmentation de la post-charge, soit l'hypertension artérielle, soit le RAOA ou CMO. Trouble de remplissage, que ce soit l'hypertrophie ventriculaire gauche, rigidité intrinsèque. Dans l'étiologie de l'insuffisance cardiaque gauche, on a la cardiopathie valvulaire. Donc il va toucher, c'est une pathologie qui touche les valves, ce qu'on appelle, d'où l'appellation cardiopathie valvulaire. On a la cardiopathie ischémique, on a la cardiopathie hypertensive, on a la cardiopathie dilatée et la cardiopathie restrictive. Donc là c'est la partie étiologie. Maintenant on va voir pour l'insuffisance cardiaque gauche les signes cliniques et classification. Comment on peut dire qu'un patient il a une insuffisance cardiaque gauche? Les signes fonctionnels de bas débit. La première des choses, les signes fonctionnels de bas débit. On a un débit euh, qui est très bas. On a une asthénie. Asthénie, qui dit asthénie, dit la fatigue. La fatigabilité à l'effort. Lorsque le patient exerce une activité physique ou bien fait un effort, on constate une fatigabilité. On a les ralentissements psychomoteurs et les troubles digestifs. Ça, c'est les signes fonctionnels. On a des signes congestifs fonctionnels. Dyspnée, difficulté de digestion, d'effort de repos, de décubitus, paroxystique nocturne. Les classifications, on a plusieurs stades de l'insuffisance cardiaque gauche. On a le premier stade, le stade 1, aucun signe fonctionnel. Le stade 2, on constate une dyspnée pour effort important. Stade 3, dyspnée pour effort minime. Donc même le patient, s'il fait un effort à minime, il va constater une dyspnée. Le quatrième stade, c'est la dyspnée permanente, c'est-à-dire une fatigabilité permanente qui persiste, que ce soit le patient fait un effort ou ne fait pas d'effort. Les signes objectifs, on a une tension artérielle pincée avec systolique basse. On constate une tension artérielle pincée avec systolique basse, c'est-à-dire la tension artérielle systolique basse, c'est-à-dire moins de 12, moins de 13. Une tachycardie, une accélération du rythme cardiaque. On a deux notions, la tachycardie et la bradycardie. La tachycardie, c'est une accélération et la bradycardie, c'est un ralentissement. Râle crépitant, choc de pointe étalé et dévie vers la gauche. Voilà ce qu'on peut constater. Le cas paraclinique, donc biologiquement, c'est une hyponatrémie, insuffisance rénale fonctionnelle. Donc, on a aussi le CG qui montre des troubles du rythme, signe d'ischémie. L'échocardio, une fréquence de ventricule gauche, valve et exploration hémodynamique. Je pense que vous avez constaté qu'il y a des notions que je rentre pas là-dedans parce que c'est des notions qui sont un peu compliquées, qui nécessitent beaucoup de temps pour la compréhension. Donc je vous donne ce qui est important pour le métier d'un délégué médical, c'est qu'il doit comprendre la physiologie du système cardiovasculaire ou bien tous les systèmes et aussi la physiopathologie pour mieux comprendre la pathologie et les traitements, pour mieux discuter face à l'interlocuteur, face à nos clients, face à des médecins qui sont formés
avec un bac plus 12, un bac plus 13. Donc il faut avoir des notions de base scientifique pour une bonne communication. Donc les traitements symptomatiques, c'est-à-dire les traitements symptomatiques, donc on va traiter que les symptômes de l'insuffisance cardiaque, on va pas traiter la base de la maladie, c'est-à-dire on va pas arrêter, ces médicaments ne vont pas arrêter l'insuffisance cardiaque, mais par contre, ils vont traiter les symptômes, c'est-à-dire les symptômes, comme si on a une tachycardie, ça va traiter la tachycardie. Donc on a des règles hygiéno-diététiques, la même chose que la tension artérielle, régime sans sel. On a aussi la FDR cardiovasculaire oxygène. Les diurétiques. Les diurétiques, ils ont un rôle aussi au niveau des traitements. Parce que qui dit insuffisance cardiaque dit forcément une hypertension artérielle. Et forcément, on va revenir au niveau des diurétiques qui sont un traitement pour l'hypertension artérielle. Les nitrés, c'est une famille des médicaments c'est-à-dire qui traitent les symptômes de l'insuffisance cardiaque. Drogue inotropes, les vasodilatateurs artériels, ce sont des vasodilatateurs. On va revenir sur ce mot-là, vasodilatateur, pour mieux comprendre. C'est-à-dire qu'il va dilater les vaisseaux. On a des vaisseaux qui sont un peu contractés, ils vont les dilater et on va revenir plus en détail par rapport à ça au niveau de la pharmacologie. Transplantation cardiaque. Alors, l'étiologie, c'est traiter une coronaropathie, correction chirurgicale ou instrumentale d'une valve. Maintenant, on va voir l'insuffisance cardiaque droite. On a deux insuffisances cardiaques. On a que ce soit la gauche, que ce soit la droite. Maintenant, on a vu la gauche et on a vu la gauche et maintenant on va voir la droite. Il y a aussi étiologie, les signes cliniques, paracliniques et les traitements. L'étiologie, maladie pulmonaire. C'est une maladie pulmonaire qui se manifeste dans un premier lieu par l'asthme ou bien les PPCO. Donc c'est la bronchopneumopathie constructive. Bronchopneumopathie obstructive. Cœur pulmonaire chronique. Embolie pulmonaire et la tamponnade. Signes cliniques. Les signes cliniques de l'insuffisance cardiaque droite, c'est une tachycardie. On constate une tachycardie. Une hépatomégalie, turgescence jugulaire, reflux hépatojugulaire, œdème des membres inférieurs. La partie paraclinique, au niveau du thorax, on a un épanchement pleural cardiomégalie. Échocardio, on constate un diagnostic étiologique et l'ECG par. Les traitements, bien sûr, les diurétiques en première intention et les traitements étiologiques. Maintenant, on va voir l'œdème aigu du poumon. C'est une urgence médicale. Il s'agit d'une poussée d'insuffisance ventriculaire aiguë. Dyspnée, sensation de noyade, diagnostic clinique, traitement, c'est l'oxygène, diurétique et les nitrés. Ça, c'est l'œdème aigu du poumon. Maintenant, on va voir la maladie thromboembolique. Premièrement, c'est la phlébite. Définition, physiopathologique, diagnostic, étiologie, complications et traitement. Et l'embolie pulmonaire, on va voir aussi la physiopathologie, signes cliniques, diagnostic et prise en charge. Qu'est-ce que c'est la phlébite? Par définition, la phlébite ou thrombose veineuse profonde correspond à l'oblitération veineuse par un caillot fibrino-cruorique entraînant une interruption totale ou partielle du retour veineux du territoire correspondant. Donc il y a un retour veineux. La physiopathologie. La physiopathologie, selon la triade de Virchow, on a plus une lésion pariétale par cathérée veineux facteur infectieux.
activation des plaquettes bien sûr, stase veineuse, on a diminution du débit cardiaque, immobilisation prolongée, compression veineuse, et la modification de l'hémostase, déficit en facteur de la coagulation. Diagnostic douleur du mollet spontané majoré par la palpitation et les fabricules pour dissocier douleur à la palpitation, dilatation des veines superficielles, perte du ballottement du mollet, augmentation de chaleur locale, œdème de la cheville. Mais la phlébite peut aussi être asymptomatique. À partie paraclinique, on fait un écho-doppler veineux, examen très fiable et anodine. Phlébographie aussi, l'étiologie, circonstances favorisantes, les complications, on a l'extension de la thrombose, récidive, maladie post-phlébite et embolite pulmonaire. Préventif, ce qu'on peut faire au niveau de la prévention, c'est levée précoce en post-opératoire. Maintenant, on va voir l'embolie pulmonaire. Par définition, c'est quoi? L'embolie pulmonaire chronique est l'obstruction vasculaire artérielle pulmonaire par un caillot fibrineux chronique provenant de la circulation veineuse. La physiopathologie selon la triade de Virchow, c'est une thrombose, c'est le caillot veineux, c'est un caillot veineux qui va migrer dans la circulation pulmonaire artérielle. Le caillot migre d'autant plus facilement qu'il est récent et qu'il existe une mobilisation. On ne va pas rentrer dans les détails. Tout ça, on va le passer. Donc, là, en général, comme vous le savez, le délégué médical, il faut avoir des notions scientifiques, mais non pas une maîtrise de A à Z. Parce que déjà, après, c'est-à-dire après que un délégué médical soit recruté par un laboratoire pharmaceutique ou bien des boîtes de promotion ou bien des laboratoires multinationaux, ça dépend des compétences de l'attaché médical. Vous aurez une formation détaillée par rapport à la physiologie, par rapport à la physiopathologie, par rapport au produit lui-même. Donc vous aurez des explications plus en détail. Le but de mes vidéos, c'est quoi? C'est de vous initier par rapport à ce métier. Les gens qui n'ont pas de l'expérience et qui se demandent qu'est-ce qu'on veut faire ce métier mais on n'a pas les notions de base, ben si vous avez au minimum un bac plus 2, que ce soit en économie, que ce soit en informatique, que ce soit en biologie, vous avez qu'à suivre notre chaîne YouTube bien évidemment, et vous aurez toutes les explications par rapport à ce qu'il faut retenir pour un délégué médical. Donc en globalité, on a vu c'est-à-dire les fondamentaux des physiopathologies cardiovasculaires. Et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo, bien sûr, qui concerne un nouveau module, toujours sur la physiopathologie, parce que maintenant on a passé à la deuxième phase, c'est la phase de la physiopathologie, c'est de comprendre la pathologie elle-même, et ce qui va vous donner la main pour passer à une deuxième étape. La troisième étape, pardon, ce sera la pharmacologie. On va voir aussi la partie marketing, pour bien sûr pour vendre un produit à un médecin. C'est pas de la vente, on sait que c'est de la vente indirecte. C'est de la vente indirecte, c'est-à-dire qu'on présente un produit et derrière on attend la prescription et on attend la sortie par la pharmacie. Donc c'est pas de la vente indirecte, c'est de la vente indirecte.
Et on va faire aussi une autre vidéo concernant le métier d'un délégué médical, euh, ses rémunérations en général et ses rémunérations, le mode de vie d'un délégué médical, comment la journée, comment il passe sa journée. On va voir ça par la suite. Donc je vous demande d'être nombreux à s'abonner à la chaîne YouTube Jeune Pharma. Vous aurez vous aurez bien sûr des explications de tout ce qui concerne le métier de délégué médical, que ce soit les informations à savoir, que ce soit comment ça se passe l'entretien, qu'est-ce qu'il faut savoir avant de partir en entretien, même si vous n'avez pas une formation du délégué médical, vous avez qu'à nous suivre, vous aurez plus d'explications là-dessus. Et je vous remercie infiniment pour ce que vous avez fait, c'est-à-dire que je vois que j'ai constaté qu'il y a pas mal de personnes qui s'abonnent à la chaîne et qui sont curieux de savoir, de suivre notre chaîne jusqu'au bout. Et merci beaucoup pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle session de formation de délégué médical. Merci.